Bonjour à tous, merci de nous faire confiance chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Mali qui a tué les 7 membres de l'ex-rébellion SEMA. Euh, nous recevons Mamadou Diouf, vous allez bien? Je vais très bien, Michel. Bonjour Mamadou. 7 membres de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA, l'ex-rébellion dans le nord du Mali, ont été assassinés dans la nuit de dimanche à lundi par les hommes armés, a annoncé un de ses porte-paroles. La SEMA a appris avec tristesse et consternation la mort de son officier Inia Ag Moussa, chef militaire de la zone de Doro, ainsi que 6 de ses éléments assassinés par les hommes armés non identifiés. Alors, Mamadou, qui a tué ces éléments? Ben, il va être très tôt pour le dire parce que le communiqué de la CMA ne dit pas encore qui est à l'origine de ce crime. Ce qui est sûr, en regardant le mode opératoire, un des membres de la CMA dit clairement que c'est Daesh qui est à l'origine. Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont cette habitude de venir trouver les gens dans leur sommeil, de venir avec des motos, de tirer sur des gens et de repartir. Donc il y a un des représentants de la CMA qui lui accuse Daesh de façon totale. Mais dans le communiqué, la CMA n'a pas visé quelqu'un, ils ont parlé d'actes odieux, ils demandent au contraire qu'il y ait une collaboration qui va permettre de mettre la main sur ces assassins pour qu'on puisse les mettre à la disposition de la justice. Vous avez parlé de Daesh. Qu'est-ce qui peut diviser justement Daesh et puis la SEMA? Ben, il y a plein de choses. Il ne faut pas oublier que quand on fait l'historique de ce qui se passe au Nord Mali, c'était d'abord une rébellion Touareg avant de devenir une rébellion avec ceux-là qu'on appelle injustement des djihadistes. Puisque quand on dit djihadistes, on les rattache à la religion, c'est comme si on légitime ce qu'ils font. Et ensuite, pendant que ceux-là sont arrivés, il y a des liens aujourd'hui indiscutables entre la rébellion Touareg et ceux-là qu'on appelle les djihadistes. D'ailleurs, quelqu'un parmi eux, très connu, Iyad Agali, a participé à la rébellion Touareg, il a participé à la rébellion de ce qu'on appelle des djihadistes pour montrer un peu tous ces liens pas très clairs entre les deux groupes. L'autre élément, c'est qu'ils partagent des zones d'intérêt. Ici, l'attaque a eu lieu devant une mine, alors que tout le monde sait que ce qu'on appelle djihadistes aiment aller vers ces mines, puisque c'est des ressources d'argent. Vous exploitez, eux souvent ils n'exploitent pas directement, mais ils vous prennent quelque chose dans l'exploitation. Et tout le monde sait que la CMA fait exactement la même chose. Donc c'est clair que vous avez des zones d'intérêt qui sont partagées par les deux groupes. Vous avez le fait que les Touaregs s'organisent de plus en plus autour de la CMA pour au moins donner à l'Azawad une certaine autonomie, puisqu'ils semblent avoir abandonné l'idée de l'indépendance, et ce qu'ils veulent faire n'a rien à voir avec ce que Daesh veut faire dans cette zone. Donc, ils deviennent tout simplement des adversaires sur le terrain. Alors la SEMA est une alliance composée essentiellement, vous le savez, d'anciens groupes armés indépendantistes, Touareg et nationalistes arabes. Alors quelle est l'importance de cette rébellion, si on peut le dire, dans la vie politique du Mali? Mais elle est plus qu'importante parce que le Mali a commencé son indépendance avec une rébellion Touareg. Il y en a eu plusieurs fois, pas tout le temps de la même intensité, mais cette partie du Mali n'a jamais été véritablement gouvernée par le gouvernement central, ou bien quand ça s'est fait, ça a été par la force. Il y a toujours eu ces rébellions. La dernière rébellion a montré la force de ces Touaregs, puisque, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est une partie de ces Touaregs dans la dernière résolution de la crise Touareg au Mali était allée en Libye avec le colonel Kadhafi. Quand le colonel Kadhafi est décédé, ils se sont posé la question quel sera leur avenir dans une Libye sans Kadhafi, qui les avait intégrés dans une partie de ses troupes. Ces gens-là ont replié bagages pour rentrer au Mali, mais malheureusement, ils sont partis avec armes et bagages. Et c'est eux qui ont créé la dernière révolution au niveau de cette partie nord du Mali. Et rappelez-vous, quand l'intervention française est venue pour arrêter l'avancée des extrémistes violents, mais l'intervention française s'est faite en collaboration avec les Touaregs. Et ça avait créé un énorme problème pour l'État malien, puisque arrivé dans la zone
de l'Azawad, pour parler de la zone de façon globale, mais on a dit à l'armée malienne, arrêtez-vous, vous n'allez pas rentrer ici. Et jusqu'à présent, ça fait partie de ce que certains Maliens n'ont jamais pardonné à la France. Les gens le disent, les gens le répètent, et vous voyez un peu ce que cela pose comme problème quand la France qui vient soutenir le Mali dit au Mali, sur cette partie de ton territoire, vous allez laisser les Touaregs administrer, vous n'allez pas administrer. Rappelez-vous la visite de l'ancien Premier ministre malien qui s'était soldée par des coups de feu. Il a été obligé d'aller se cacher au niveau de la base de la MINUSMA, etc. Donc, vous avez une rébellion Touareg. Le problème n'est pas totalement réglé. Même s'il n'y a pas actuellement une guerre, il y a les accords d'Alger qui servent de base, mais ces accords sont de plus en plus contestés par des Maliens qui considèrent qu'on a accordé aux Touaregs plus que ce qu'on devait leur accorder au niveau de ces accords d'Alger. Vous pensez que ces assassinats seront ressentis, vraiment ressentis au sein de la CEMA? Mais ça va être ressenti puisque celui qui est, en fait, un parmi les 7 personnes qui ont été tuées, c'est un officier, c'est un chef. Il était responsable des militaires qui se trouvent à Doro. Pour dire que, bon, il n'y a pas de guerre, mais la rébellion est organisée avec des chefs militaires, etc. Ça pourra se faire ressentir davantage parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a quelque temps, c'est le premier responsable de la CMA qui avait été assassiné à Bamako. Et ça avait créé beaucoup de remous à l'époque, puisque c'est des gens qui partent de temps en temps à Bamako, puisque, comme j'ai dit, il y a les accords d'Alger, il y a des négociations. La rébellion n'est pas éteinte. Il n'y a pas eu une négociation qui a dit on a mis fin à la rébellion. Il y a une sorte de statu quo qui est là. Même quand le pouvoir militaire est arrivé avec son coup d'État, ils ont fait une délégation à aller rencontrer les gens de la CMA à part. Ce qui veut dire que la CMA est en train de subir aujourd'hui, s'ils perdent le premier responsable, s'ils perdent le chef militaire de Doro, le risque, c'est est-ce que ça ne va pas réveiller chez eux la reprise des armes, puisque les armes sont là-bas. Il n'y a pas eu ce qu'on avait dit, il fallait faire un travail de désarmement, il fallait réintégrer les gens. Ce travail a été commencé, il y a des troupes mixtes qui ont été faites, mais ce n'est pas du tout allé loin par rapport à ce qui avait été dit au niveau des accords d'Alger. Et ça rend réticent, bien sûr, ces Touaregs qui ont l'impression que, mais attendez, on parle d'accord, on parle de mettre fin à la rébellion, on tue notre premier responsable à Bamako, on vient nous tuer un autre responsable dans notre propre zone, et ce n'est pas les 2 seules personnes qui ont été assassinées dans des conditions qui n'ont pas été élucidées. Est-ce qu'on peut parler d'un début de guerre entre Daesh et puis la CEMA? Ben, ça pourrait l'être si on en croit ce responsable de la CMA qui, lui, n'a pas pris de gants pour accuser Daesh, pour accuser l'État islamique. Mais on peut penser que ça ne sera pas le cas parce que dans le communiqué, ils n'appellent pas à prendre les armes contre Daesh. Au contraire, ils appellent les gens à collaborer pour pouvoir identifier ces gens, les arrêter et les mettre à la disposition de la justice. Ce qui est quand même une très bonne chose. Parce que sinon, ben, dans ce bourbier malien où déjà il est difficile de se retrouver, s'il faut encore que Daesh se mette en guerre contre la CMA, dans cette partie nord du Mali particulièrement instable, mais vous imaginez ce que ça va ajouter comme désordre dans la zone. Mais très certainement, ce départ des Français de leur base, puisqu'on n'est pas loin de Gao, le départ des Français de ces bases-là joue certainement dans le fait que l'État islamique se permet aujourd'hui de se mouvoir un peu plus dans la zone. Alors Mamadou, un des principaux chefs de l'Est rebelle du nord du Mali, Sidi Brahim Ould Sidati, alors président en exercice de la CEMA, avait été aussi assassiné par balle en avril. Alors est-ce que quand on voit ces assassinats ciblés, la CEMA est en train de diminuer, si on peut le dire, en puissance? Oui, en fait, le problème de fond, c'est les accords d'Alger. La CMA tient mordicus aux accords d'Alger. Alors que sous la présidence de Ibeka, quand il y a eu la rencontre nationale, au niveau de la rencontre nationale, même les civils ont remis en cause certains aspects de ces accords d'Alger. La CMA, au contraire, ne veut pas qu'on touche à ces accords d'Alger. C'est déjà un problème entre Maliens et ici sans les armes. C'est-à-dire quand on pose le problème de façon civilisée, vous n'avez pas les Maliens qui sont unanimes sur ces accords d'Alger auxquels la CMA tient.
Et la CMA regarde ces gens-là un peu comme des adversaires régulièrement. La CMA a fait des déclarations contre des gens qui se prononcent contre l'accord d'Alger ou qui remettent en cause un élément au niveau des accords d'Alger. C'est pourquoi la CMA est très réticente à participer à ce processus de transition. Il a fallu aller les chercher, il a fallu discuter, quelles garanties on leur a données, je ne saurais le dire, mais en tout cas, il a fallu aller les chercher. Les militaires ont fait une délégation, aller les trouver dans leur zone pour qu'ils acceptent d'être un peu dans la transition. Maintenant, à côté, vous avez des mouvements armés, comme la CMA, parce que la CMA est un mouvement armé, il faut le dire clairement, qui veulent occuper cette zone avec des objectifs qui ne sont pas les objectifs de la CMA qui veut ramener son Azawad. Mais ceux-là sont de fait des adversaires, partageant le même terrain, voulant exploiter les mêmes ressources économiques de la zone, voulant administrer les mêmes populations. En dehors de quelques collaborations qui ont été connues entre Daesh et les Touaregs, aujourd'hui on assiste plutôt à un combat entre les deux, si on en croit ce qu'a dit un des membres de la CMA. Alors, dans tout ça, là, l'État malien, lui, il est où? Mais on est dans la zone où l'État malien est le moins présent. Et c'est la preuve. C'est la preuve que l'État malien est le moins présent. On parle de Daesh, on parle de CMA. Ouais. Et c'est ces gens qui, quand ils n'administrent pas la zone de façon réelle, dominent la zone au point que les populations sont en situation de soumission par rapport à ces gens-là. Parce que souvent, l'État n'est plus là. C'est maintenant que l'État malien, après les derniers accords accompagnés par la MINUSMA, qu'on est en train de remettre un peu, je dis bien un peu, l'administration malienne dans cette zone. Et c'est là où ça devient dangereux parce que c'est des groupes de Maliens qui risquent de régler leurs comptes sans l'État malien. On l'avait vu avec les Arabes à un certain moment qui avaient affronté d'autres populations dans la même zone. Et c'est un des espaces du Mali qui est le plus dangereux aujourd'hui puisque on n'est pas loin des frontières, on n'est pas loin, pas seulement de Daesh, mais il y a le groupe également de Sahraouis qui a été tué il y a pas longtemps. On n'est pas loin de Boko Haram qui traverse le Niger, qui passe par là-bas également pour intervenir. Mais on a un espace extrêmement dangereux où malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'État pour pouvoir sécuriser les populations. Et ce sont ces groupes, en fonction de leur position de force, qui occupent et qui dominent ces espaces. Et donc, on peut parler d'une lutte entre ces groupes pour prendre complètement le nord du Mali. Mais bien sûr, la lutte est là. Même entre les groupes extrémistes violents, la lutte est là. Il y a eu des combats entre même ceux-là qu'on considère comme des djihadistes et qui théoriquement devraient être ensemble, mais ils se sont combattus sur cette zone. Le groupe de Sahraouis, qu'on appelle État islamique pour le Grand Sahara, s'est battu contre le Génim qui est plutôt dirigé par Yak Agali. Pourtant, eux tous semblent avoir la même, j'allais dire, finalité par rapport à cette zone. Mais ils se sont affrontés de façon violente au niveau de cette zone pour le contrôle, effectivement, de cette partie du Mali où, comme il n'y a pas assez d'État, il est très facile de pouvoir s'établir au niveau de cette zone. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa.